Nous allons justement prendre la première problématique inscrite à l'ordre du jour. Du côté de la technique, on fera également un effort de nous laisser en connexion permanente avec Chief Mila Assouté, qui est le 4e invité au téléphone à l'extérieur des frontières. Aux dernières nouvelles, il était aux États-Unis et nous précisera tout à l'heure à quelle partie du monde il se trouve en ce moment. Je commence par le professeur Mathias Eric Owonangini. Professeur Mathias Eric Owonangini, Robert Bourgi a fait une déclaration fracassante. Il n'est pas allé du dos de la cuillère pour critiquer la longévité au pouvoir du président Paul Biya, et il a estimé que comme bon nombre, comme certains chefs d'État africains qui ont eu la même longévité, après leur départ, c'était le chaos. Il a pris l'exemple d'Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et certains autres exemples. Le politologue que vous êtes, quel est le regard que vous posez sur une telle déclaration à quelques mois de la tenue d'une élection présidentielle? Il faut déjà savoir qui est M. Robert Bourgi. M. Robert Bourgi est un homme d'influence lié au réseau d'influence qui relie les sphères gouvernantes et dominantes françaises, c'est-à-dire l'élite politique, l'élite culturelle, l'élite économique, aux sphères dominantes et gouvernantes d'un certain nombre d'États d'Afrique, particulièrement de ceux qui ont eu des relations historiques avec la France dans le cadre de la colonisation ou de la quasi-colonisation. Donc voilà d'abord l'homme. Oui, voilà d'abord l'homme. Il faut savoir en plus, puisqu'on n'en a pas fini avec l'homme, que c'est souvent un des miti dominici qui était utilisé. C'est-à-dire c'était un émissaire qui allait, comme on dit souvent, prendre les valises. Parce que dans ce système prendre les valises, c'est aller prendre de l'argent. Oui, aller prendre de l'argent dans les pays africains, le ramener en France et le redistribuer à un certain nombre de figures de l'establishment français, dans une perspective où les partis politiques français cherchaient des financements pour leurs activités. En même temps, cet argent était un argent destiné au confort de certaines de ces élites-là. C'est une espèce d'impôt parallèle imposé dans le cadre de la relation impériale entre la France et ces pays africains. Donc, c'est très important de citer cela. Ce que vous êtes en train de dire là, ça peut quand même choquer plus d'un téléspectateur. Mais certains chefs d'État africains payaient une sorte d'impôt aux dignitaires français. Je n'invente rien. Un certain nombre de chercheurs, un certain nombre d'activistes ont parlé de ces liens. Vous connaissez le célèbre livre de Pierre Péan, Affaires africaines. Vous connaissez, on a même connu l'affaire Kadhafi avec... il y a un certain nombre d'activistes. Vous avez un certain nombre d'associations citoyennes françaises, Agir, Survie, qui ont évoqué toutes ces problématiques, montrant que de tels réseaux existent et qu'ils ont pesé sur les relations. De tels réseaux ont existé ou bien existent. Donc, en 2025, bien entendu, certains chefs d'État africains envoient encore des valises au président français. Ils existent toujours. Ce n'est pas simplement les présidents. J'ai parlé de l'establishment en général. Donc même les grands hommes politiques. Les hommes politiques, souvent même des gens qui sont dans les milieux économiques et autres. Et ça a d'ailleurs fait que certains présidents africains ont dialectiquement retourné la situation. C'est-à-dire, au lieu d'être donc seulement dominés, ça leur a permis aussi de construire une certaine influence sur la politique française. À l'instar d'Omar Bongo. Oui, si vous prenez par exemple le président Omar Bongo Ondimba, il était très puissant dans la politique française. Vous savez ce qui est arrivé à un certain ministre de la coopération qui avait eu pour idée de venir renouveler avec ce que déjà dans les années 80, un ministre de la coopération de François Mitterrand, qui s'appelait Jean-Pierre Côte, avait essayé de faire. Ce qui lui est arrivé au milieu des années 2000, où un certain nombre de chefs d'État africains ont demandé son départ. Donc ces relations-là existent bel et bien. C'est très important pour comprendre quelle est la perspective de M. Bourgi. Non pas que ce qu'ils disent soit dans l'absolu faux, mais il le dit avec une vision qui est biaisée. Parce qu'il peut y avoir différents types de critiques de la longévité gouvernante qui existe dans un certain nombre d'ordres politiques africains. Il y a une critique qui peut venir de l'intérieur en estimant que cette longévité pèse sur la capacité des systèmes politiques à créer de la responsabilité et de la liberté. Il y a maintenant une critique de l'extérieur venant
des milieux france-africains, qui est lié au fait que plus ces chefs d'État durent, plus ils deviennent autonomes. Plus ils ne sont plus sous le contrôle de la France-Afrique, même si la France-Afrique continue à les influencer, ils développent une certaine marge d'autonomie. Or, dans la relation franco-africaine ou france-africaine, se sont développées de nouvelles forces, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le néo-panafricanisme, qui critique donc ces courants de relations, et ces forces-là gênent l'action du cœur de la France-Afrique, qui veut redéployer les systèmes en imposant donc de nouvelles générations de dirigeants, sans pour autant que les mécanismes de domination qui sont critiqués à la fois par la société civile critique française et puis donc la nouvelle société civile critique africaine à travers les milieux africains, sans que ces mécanismes-là soient remis en question. Une fois qu'on a dit ça, on peut donc maintenant examiner le fond de ce que M. Bourgi a dit. Dans le fond, il est évident qu'un dirigeant qui reste longtemps prend une certaine présence. Ça veut dire que l'une des choses qui risque d'arriver, s'il n'est plus là, si les stratégies pour préparer l'après n'ont pas été suffisamment ficelées, ça peut donc créer un vide, et ce vide-là peut être déstabilisateur pour les pays. Mais au final, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, c'est aux sociétés africaines concernées de gérer cette situation avec responsabilité et avec hauteur. Si vous partez dans une perspective, comme certains groupes politiques ont, de revanche, c'est-à-dire, comme le dirigeant est resté longtemps, il faut, au moment où il n'est pas là, soit parce qu'il est mort, soit parce qu'éventuellement il a été battu à une élection ou autre chose, il faut engager l'humiliation contre ce qu'a été sa présence au pouvoir et contre ceux qui ont été ses alliés. Ce n'est pas la solution. Parce que quand vous allez dans ce sens-là, c'est pas bon. Donc il faut voir ça comme des moments de l'histoire, mais l'histoire est quelque chose qui se renouvelle aussi. Et ce sont des choses dont il faut parler avec beaucoup de responsabilité et une certaine mesure. C'est un message qu'on lance à Blériot. J'ai vu M. Niemek tout à l'heure s'exprimer avec ironie. Et parler de l'ingratitude. Non, non, je pense que c'est excessif. Je pense que c'est excessif. Ce qu'il considérerait comme ingratitude, on pourrait lui multiplier des exemples contraires montrant qu'il n'y a pas ingratitude. On peut simplement dire que M. Paul Biya n'a jamais été ingrat. Non, ce qu'on peut dire, au-delà de tout, c'est que le président Paul Biya a un statut qui fait que même si on n'approuve pas son action, il faut le respecter. Merci. Voilà. Vous le dites comme un conseil. Blériot, je vous passe donc justement la parole après ces conseils. J'espère que vous saurez à quoi vous en tenir. Alors, Pierre Blériot, Robert Bourgi prédit le chaos après le règne du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et comme le procès l'a si bien démontré tout à l'heure, Robert Bourgi s'appuie sur la grande longévité au pouvoir. Alors, Robert Bourgi est dans son rôle ou alors il est un tout petit peu excessif? Ou encore, voilà la principale question que je vais vous poser, ou encore, ce qui s'est passé ailleurs n'est pas forcément ce qui doit se passer au Cameroun. D'ailleurs, la théorie des amoureux du pouvoir de Yaoundé dit ce qui suit. Le Cameroun n'a rien à apprendre de personne. Aucune leçon à recevoir. Aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Les propos sortis de la bouche de Robert Bourgi sont sortis de plusieurs bouches avant celle-là. Cela n'a pas fait un tollé. Mais comme nous sommes mentalement colonisés, quand ça sort de la bouche de Robert Bourgi, ça fait les choux gras. Mais en même temps, le professeur a bien fait de rappeler qui est ce monsieur. Ce n'est pas un kidam, ce n'est pas un occidental quelconque non plus. Il a un pied en Afrique, il a un pied en Occident. Depuis un certain temps, il s'est lancé dans des révélations. Il ne s'était pas encore bien occupé du cas du Cameroun. Il parlait des présidents déjà décédés. Depuis un certain temps, il parle donc des présidents en vie. Mais je voudrais montrer deux pouvoirs parfaits ici pour tomber sur le cas du Cameroun, selon mon analyse. La longévité en elle-même ne peut pas être
la cause d'un chaos possible après un chef d'État, après le règne d'un chef d'État, règne entre guillemets. Mais c'est la manière de gérer le pouvoir qui peut organiser en elle-même le chaos. Tout à côté, on perd de vue qu'il y a quelqu'un qui a déjà mis plus de temps au pouvoir que Paul Biya en Afrique centrale. Le président Obiangema. Obiangema est là 3 ans avant Paul Biya. Mais Paul Biya est son aîné en âge. Oui, bon, Paul Biya, chez eux, il ne meurt pas. Donc, Obiangema est là 3 ans avant Paul Biya. Mais personne ne vous a dit qu'on voyait le chaos se dessiner en Guinée équatoriale après Obiangema. Regardez bien comment ça se dessine. D'un côté, on a quelqu'un qu'on peut appeler un vieux sage, par vos sagesses de Yaoundé du Cameroun. C'est-à-dire quelqu'un qui a organisé son pays comme une chefferie, parce que ces gars-là, ils sont déjà dans des royaumes. 40 ans de présidence, c'est un royaume. Ça dépasse même beaucoup de royaumes. Mais même un royaume, on l'organise. Il y a des règles qui assurent la pérennité d'un royaume. D'un côté, vous avez des leçons à apprendre d'un type comme Obiangema. Tout le monde sait aujourd'hui que si Obiangema n'est pas là, c'est Théodoro, son fils, qui va prendre. Mais ce n'est pas aussi simple, monsieur. Je n'ai pas dit que c'était simple. Rien n'est simple. Mais au moins, quelque chose est organisé. Est bien malin celui qui pourrait nous dire ce que Paul Biya a organisé. Ou bien il n'est pas encore suffisamment âgé pour commencer à organiser. Les Onangini vont nous dire. Est bien malin. Il n'est pas le communicateur de la présidence. Non, c'est un savant. C'est un savant. Donc moi je cherche les savants capables de décrypter. Et c'est pour cela que Robert Bourgi fait un parallèle avec un autre vieux qu'on appelait vieux sage mais qui ne l'était pas. Parce que la sagesse Vous voulez parler de qui? De Fouad. Fouad n'était pas un sage? Non, du tout. Parfait. Vous aurez les Ivoiriens à non, il était. C'est lui qui est responsable de ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Parfait. Ici, on mesurera la sagesse de votre vieux père à l'organisation de sa succession. Il y a des erreurs s'il les fait. Lui-même organise la guerre après lui. Donc, il ne sera pas... Un sage ne laisse pas ses enfants en débandade. Donc, si vous avez donc un sage au Cameroun, votre sage est en Volmeka depuis un certain temps, moi, je me dis que s'il est allé en réclusion, entre guillemets, en Volmeka, c'est pour se retrouver avec lui-même. Peut-être qu'il est allé se ressourcer. Hein, bon, je me dis... Auprès de ses aïeux. Surtout qu'il ne... Question de prendre probablement des décisions encore plus sages. Il n'était pas au courant, il était comme nous. Il n'était pas au courant que 49 jours hors de Yaoundé ne lui ferait rien. Donc désormais, il peut vivre hors de Yaoundé éternellement. Hors du Cameroun éternellement. Là, il le sait déjà au moins. Parce qu'il a fait 49 jours et les Onangis nous ont démontré avec preuve et force d'argument que cela n'avait pas de problème. Donc, il est donc en Volmeka et on attend de lui, comme avec la fumée blanche, qu'il sorte finalement de là avec une annonce qui... Nous sommes un peuple intelligent, vous savez. On n'attend pas de Robert Bourgi qui vienne nous dire ce que sera le Cameroun. Mais nous-mêmes, les signaux ne sont pas bons. Autre chose, le chaos prédit par les uns et les autres ne viendrait pas des gens... comme le professeur a tenté de le dire, et il sait que c'est la vérité, ne viendraient pas des gens de l'extérieur qui s'attaqueraient aux gens du régime. Non, c'est que la longévité a créé aussi d'énormes fissures au cœur du pouvoir lui-même. Nous avons un pouvoir aujourd'hui qui s'oppose à lui-même. L'un de vos thèmes, vous verrez que les gens se battent pour avoir une réunion à au nord. Les uns disent oui, les autres disent non. C'est au cœur. Paul Biya a un régime qui, aujourd'hui, s'est retourné contre lui-même. Les ennemis du régime ne viennent pas de l'extérieur. Ils sont ils ont même commencé la guerre déjà. Ils attendent juste le départ de papa pour mettre le feu aux poudres. Ils l'ont commencé déjà. Vous verrez comment les différents groupes sont bien rangés en ordre de bataille. On attend seulement... Et ça, lui, il doit nous aider à désamorcer. Il doit maîtriser ces faucons-là. Il doit les maîtriser. S'il ne les maîtrise pas, il n'aura pas été un vieux sage.
Merci Pierre Blériot pour votre analyse. Bernard Ouna, je précise que vous êtes journaliste, mais militant de la première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Robert Bourgi, de plus en plus, brille par une sorte de révélation au niveau de bon nombre de pays, de chefs d'État africains. Quelque part, il a même dit, ils savent que je sais tout. C'est Robert Bourgi qui le dit. Il s'adresse au chef d'État africain. Est-ce que Robert Bourgi est en train de faire une sorte de chantage qui ne dirait pas son nom? Robert Bourgi est chanceux parce que la mafia n'est plus ce qu'elle était avant. Sinon, il devrait être effacé oh là de la là, surface de la terre. vous êtes violent. Voilà donc des gens qui ont sauvagement, impunément, allègrement pillé les États africains qui, après avoir pris toute cette fortune chez nous, va se mettre au chaud quelque part et prédit un chaos. Là où il a pillé. Là où il a pillé, là où il a puisé. Bourgi est un ami de Omar Bongo. C'est Omar Bongo. C'est même un protégé. Oui, c'était pratiquement un protégé. C'est Omar Bongo qui met Bourgi en contact avec le président Biya. Donc un ministre français venait ici en visite. Je ne sais plus quel était son nom. Michel Auriac. Michel Auriac était en visite de travail au Cameroun. Il a été reçu au palais de l'Unité par le chef de l'État de façon officielle. À 22 h, Belingue Boudoupe, à son âme, appelle Bourgi au Hilton qu'on vient vous chercher. Omar Bongo a demandé que le chef d'État vous reçoive. Omar Bongo a dit donc à Paul Biya que voilà l'homme qu'il faut avoir à ses côtés. Voilà le porteur des valises et des mallettes d'argent, notre argent. Et le messager, l'intermédiaire. Oui, voilà le facilitateur. Il est donc parti au palais à 22 h. Le président l'a reçu. Et quand il sortait de là-bas, tu peux imaginer ce qu'il avait dans ses valises. Moi, je ne peux rien imaginer. Moi, je ne peux rien imaginer. Je n'étais pas là. Dans une valise, on peut avoir des documents, on peut avoir des habits. On vend les habits au palais. Vraiment. Non, le gars, il portait de l'argent. J'espère que vous avez les preuves de ce que vous êtes en train de dire. C'est lui-même qui le dit. C'est pas moi qui le dis. Il faut bien suivre ce monsieur. Je dis que la mafia n'existe plus. Ce monsieur est un homme dangereux. Il se moque même de nous. Il se moque des dirigeants africains. Il parle aujourd'hui de Paul Biya comme étant quelqu'un qui doit céder ou doit passer le témoin. Mais quand il venait piller l'argent chez Paul Biya, quand il venait porter les valises là, il ne savait pas que Paul Biya devait quitter le pouvoir. Et Paul Biya lui donnait ses valises, pourquoi? Si jamais il a donné. Paul Biya, en Vomoka, tu peux lui poser la question. Moi, je réponds aux questions auxquelles tu me poses ici. Donc bon, alors, ce monsieur, quand il arrive au palais, il dit au président que n'ayez aucune crainte. Chaque fois que vous aurez quelque chose à faire, je serai là, comme coursier. Tenez-vous tranquille. Ce monsieur part de Yaoundé avec l'avion de Paul Biya. Paul Biya affecte un avion, un jet privé qui accompagne Bourgi à Libreville pour rendre compte à Omar Bongo de ce que les échanges ont porté. Vous voyez, en ce moment à Kondengui, il y a des gens qui sont à Kondengui parce que ils sont allés donner de l'argent à Sarkozy parce qu'ils voulaient succéder à Paul Biya. Et suivez-moi très bien, c'est très intéressant. Vous avez des révélations aussi comme Bourgi. Vous savez. Vous n'êtes pas différent de Bourgi. Non, la différence entre Bourgi et moi, c'est que moi, je ne porte pas les valises d'argent. Je n'ai pas de sacs. Donc, si moi aussi j'avais des sacs, je serais un peu comme Bourgi. Alors, ces gens sont allés en France. Je ne sais plus en quelle année exactement, le professeur est mieux placé, c'est lui qui garde... Quand Sarkozy préparait sa deuxième élection. Ils sont allés donner de l'argent à Sarkozy. Sarkozy a pris ses argents. Il en a fait sa fortune personnelle puisque c'est un argent hors circuit. Et il a donc demandé à ces gens de retourner au Cameroun, qu'ils se préparaient à voir comment il va les positionner. Ils étaient 4, hein. Donc ils ont dit qu'ils vont prendre le pouvoir, eux 4, ils sauront qui sera le premier, qui sera le deuxième, qui sera le troisième. Une fois arrivés ici à Yaoundé, ils étaient toujours dans le gouvernement de Paul Biya. Hein. Ils travaillaient avec Paul Biya. Voici que le ministre Yeba ici est ministre des Relations extérieures. Le président l'envoie en mission à Libreville. Quand il est reçu par le chef de l'État gabonais, Omar Bongo, il est accompagné de 2 personnes, dont l'ambassadeur du Cameroun à Libreville. Cette époque. Oui. Et le ministre Yeba ici, très, très franc, il souhaite, il demande au président de le recevoir après seul.
C'est la seule. Et ce que le président Omar Bongo a accepté, c'est quand donc le président Omar Bongo reçoit Yeba ici comme ministre des Relations extérieures que le président Omar Bongo dit à Yeba ici de dire au président de l'appeler urgemment et qu'il se voie. Parce que Sarkozy avait, le réseau de Sarkozy, les Bourgis avaient déjà dit à Ali Bongo qu'il y a les gens de Paul Biya qui sont venus laisser des sacs d'argent ici. À Omar Bongo. Voilà comment le président va faire un tour au Gabon. C'est plus si c'était à l'occasion d'un sommet de la CEMAC. Okay. Il arrive donc là-bas. Le président gabonais dit tout à Paul Biya. Vous racontez des anecdotes, je suis comme, ou bien vous êtes au niveau des faits? Je suis dans les faits. Ah, d'accord. Eh bien, vous savez que ces faits-là, ils sont têtus. Je suis dans les faits. Celui qui veut les vérifier, on touche seulement au Bourgi. Lui-même, il est là. Il n'est pas mort. Je vous dis que c'est un chanceux. Alors, le président rentre. Le président est dans tous ces états. Donc, il comprend qu'il y a des gens qui ourdissent des plans contre lui. Et qui sont dans son gouvernement. Ils sont en poste. Ils sont en poste. Quand il revient, vous pouvez imaginer la suite. Bon, on a cherché des prétextes, on a cherché d'autres choses, et puis les gens se sont retrouvés à Koundangui. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ce monsieur Robert Bourgi est un homme donc, vous voulez faire comprendre à ceux qui nous regardent ce matin que certains hommes politiques au Cameroun sont en prison, non pas parce qu'ils ont forcément détourné de l'argent. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais parce qu'ils ont voulu prendre le pouvoir. Non. Vous m'avez posé la question. Vous m'avez posé la question sur Robert Bourgi. Oui. Je vous parle donc des aventures de Bourgi, de ses faits d'armes, des milliards qu'il venait porter ici au pays, qui nous aurait construit des routes, des hôpitaux et des lycées. Ceux qu'il a laissés vous ont construit quoi? Bon, toi, tu veux m'embrouiller. Moi, je continue dans ma logique sereinement pour dire à parfait aux téléspectateurs que Bourgi, il a porté beaucoup d'argent ici en Afrique. Beaucoup d'argent ici au Cameroun. Et je suis très, très gêné que ce Bourgi, aujourd'hui, prédise un chaos pour notre pays. Il a fini d'exploiter quelque chose. Quand il a fini donc de nous exploiter, ça veut dire quoi? Nous qui voulons prendre le pouvoir, comme les Niemek en 2032, vraiment essayer de vous faire assister, entouré par des gens bien. Parce que ça, c'est des bandits. C'est des gens qui ont exploité, qui ont abusé. D'ailleurs, il y a même une interview où le président Jacques Chirac, paix à son âme, dit avec autorité que l'argent qui se trouve dans leur porte-monnaie est issu de l'exploitation de nos pays en Afrique ici. Ouais. Il le dit. Très bien. Et d'ailleurs, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc, je pense, parfois ici, moi, je sais que des gens comme Bourgi, c'est des gens que l'histoire doit juger avec sévérité. Parce qu'on ne se moque pas des gens comme ça. Est-ce qu'il y aura le chaos? Merci. Non, il n'y aura pas de chaos au Cameroun. Là, je peux dire un mot dessus, si parfait. Allons-y, allons-y. Oui, il n'y aura pas de chaos au Cameroun parce que, en fait, tout Camerounais aujourd'hui veut vivre un peu, même s'il vit dans les difficultés. Blériot, toi-même, j'étais à ton anniversaire. Le bel immeuble que tu as construit là, tes 5 femmes, tu peux vouloir qu'il y ait un chaos au Cameroun? Tu ne peux pas. Tout le monde est fier et heureux de vivre comme il vit, même s'il n'y a pas les moyens. Vous n'êtes pas obligé de déshabiller, monsieur. Non, je lui dis que lui-même l'a appelé. Regarde les beaux costumes de bureau là. Il peut accepter. Je ne t'invite plus. D'accord, il m'invite plus. Merci. Alors, on repasse la parole au professeur Owonangine. Professeur, lorsque nous avons suivi ces autres révélations données par Bernard Owona, lui-même qui s'appuie sur Robert Bourgi. Il dit que Robert Bourgi a dit ceci. C'est lui-même. Voilà, lui reprend simplement ce que Robert Bourgi a dit. Alors, qui a fouetté? S'il fallait fouetter quelqu'un, c'est Robert Bourgi ou alors certains chefs d'État africains qui ont traité avec la France en passant par Bourgi? Non, la réalité, la vérité, c'est que les souverainetés africaines sont contraintes par ces pratiques. C'est à travers ces pratiques, justement, que les grandes puissances, ici en l'occurrence la République française, pèsent sur la souveraineté des États. Bon, vous avez vu des chefs d'État comme Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire, justement, il ne veut pas rentrer dans ce créneau. Mais on lui dit, mais cher Gbagbo, si vous n'y rentrez pas, vous aurez beaucoup de problèmes. Et vous serez en permanence déstabilisé. Donc, les systèmes gouvernants africains
n'ont pas été impliqués dans cette affaire parce qu'ils le veulent. Ce sont des rapports contraignants. Ce sont des rapports qui leur sont imposés. Vous pensez que c'est un argument suffisant, professeur? C'est un peut-être n'est pas Est-ce que ce suffisant. n'est pas une belle excuse? Je n'ai pas dit qu'il est... Le peuple vous a élu. Si, attendez, je vous relance. Oui. Si vous-même, chef d'État, vous êtes convaincu que le peuple vous a démocratiquement élu, est-ce que vous avez besoin d'aller chercher une souveraineté ailleurs, ou alors une sorte de défense ou de protection? Ça, c'est faire bon marché de la réalité des rapports stratégiques qui existent dans les relations internationales entre les pays puissants et les pays qui ne le sont pas. Les relations internationales fonctionnent avec plusieurs codes. Il y a un code normatif qui s'appuie sur le droit, mais il y a un code qui est aussi lié au rapport de force militaire, sécuritaire, financier, et qui pèse donc sur les relations entre les pays. Les chefs d'État qui ont voulu se démarquer, on connaît le sort qu'ils ont rencontré. Il faut comprendre aussi les dirigeants africains, tous ne sont pas des kamikazes. Ils ne sont pas arrivés au pouvoir pour mourir. Donc, des gens essaient de se protéger, c'est compréhensible. Donc, mais évidemment... Pour vivre, professeur, il faut prendre les valises d'argent des compatriotes et envoyer aux présidents occidentaux. Mais je vous dis que je vous ai parlé d'impôts parallèles, non. Ce sont des relations de domination. Ce sont des relations de domination. Si vous-même, vous êtes chef d'État, vous pensez que vous allez échapper facilement à ça? Moi, je ne donnerai pas de valises. Vous ne donnerez pas même. Attendez donc voir des implications. Vous voulez faire il y aura des revers. Tous les chefs d'État qui ont gardé leur posture, ont donné des valises aux Occidentaux. On sait, depuis les enquêtes journalistiques de Pierre Péan, que le système fonctionne comme cela. On le sait même à travers les mémoires du grand cerveau qui était au cœur de ce système, qui est Jacques Foccart, qui lui-même, dans ses mémoires, a dit comment les choses se passaient. Très bien. Voilà la réalité. Et ce dont, justement, nous devons être conscients dans tous les pays d'Afrique, c'est précisément qu'il y a de nouvelles techniques pour reproduire cela. Mais en le masquant, la nouvelle technique, c'est quoi? C'est qu'on dit, bon, la clientèle, là, on l'a déjà usée, c'est-à-dire les vieux chefs d'État, ils sont déjà restés longtemps. Donc, on va vous vendre ça comme étant l'alternance démocratique. Sauf que les mêmes mécanismes vont se reproduire avec les nouveaux chefs d'État. Et vous, dont vous n'aurez pas avancé entre-temps. Pierre Blériot-Niemek, pour rester au pouvoir à une certaine époque, et même maintenant, il faut absolument envoyer des valises auprès de certains chefs d'État occidentaux. Oui, mais ramener ça au niveau local, dans certains quartiers voyous, pour que vous puissiez avoir votre commerce et vivre en toute quiétude, vous payez un impôt. C'est ça. Aux bandits du quartier. Aux bandits du quartier. C'est-à-dire que si vous êtes un grand parfait ici, de temps en temps, quand vous passez... Monsieur, permettez-moi un instant. Moi, mon directeur de thèse, le professeur Jean-François Médard, avait écrit un article sur ces relations France-Afrique où il montrait qu'il y avait des mécanismes mafieux. Bien sûr. Typiquement mafieux. Alors, ça existe. Et on a vu, le professeur a commencé, mais il n'est pas allé loin avec le cas de Gbagbo. Gbagbo n'avait pas fait 2 mois au pouvoir quand les premières menaces sont arrivées. Les premières tentatives de coup d'État. Oui, on lui a dit que, bon, comme tu sembles ne pas comprendre le code, et vous voyez, et quand vous regardez la situation de Gbagbo, vous verrez bien que les peuples, certains peuples ne sont pas encore aguerris. Mais on peut aussi prendre d'exemples des peuples aguerris. Nous sommes en train de voir ce que subit le président burkinabé. Je voulais justement prendre ces exemples, Blériot, c'est-à-dire en allant du côté du Burkina Faso, du côté du Mali, et ainsi de suite. Pourquoi cela résiste? Bon, pour au moins deux bonnes raisons. Beaucoup ont déjà mis des années. Non, pas beaucoup. Vous avez des tentatives de coup d'État. Pour 2 bonnes raisons. Oui, mais qui ne donnent pas. Mais, pour l'instant. Pour 2 bonnes raisons. Oui. Mathias vous a dit, les gens ne viennent pas au pouvoir pour se faire assassiner. Il faut prendre le pouvoir si on veut libérer un peuple avec l'idée qu'on peut vous assassiner. Oui. Donc ne prenez plus des gens qui veulent bien vivre, qui veulent prendre des joues et mettre long.
Prenez des gens qui sont prêts, parce qu'il faut que l'Afrique voie. Et je vais vous assurer que dans le cas d'un pays comme le Burkina Faso, si vous assassinez Ibrahim Traoré maintenant, il naîtra immédiatement un autre Ibrahim Traoré. Donc vous aurez beaucoup de personnes à assassiner, parce que dans la mentalité du peuple burkinabé, ils ne sont plus prêts à retourner avec ce genre de gens. Cela signifie donc que certains peuples peuvent se lever. Certains sont des peuples. Très Le Cameroun n'est pas un peuple. Nous ne sommes pas un peuple. Peut-être c'est excessif. Hein? Non, nous ne sommes pas un peuple. Je pas vous gentil, assure, monsieur Niamey. nous n'avons pas encore la conscience politique nécessaire pour protéger. Parce que, je vous dis, voilà Paul Biya qui est là. Il a fait quelques pas, hein, sans le vanter, pour essayer de nous libérer. Ouais. La preuve en est qu'il n'a plus reconduit les accords, Bon, moi, je ne sais pas les accords secrets. Je ne sais pas s'il les a reconduits ou pas. Mais Il n'a pas reconduit. Il a fait quelques pas. Est-ce que le peuple a saisi l'autre bâton qui est tendu par certains opposants qui sont dans les manigances avec les mêmes puissances étrangères nous pose quand même problème. Vous voyez des gens qui veulent aller prendre leur pouvoir en France. Il y a un politicien qui va faire une grande cérémonie en France dans les jours qui arrivent. Vous cherchez les problèmes. Attendez, moi je m'en fous des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'un opposant qui veut le pouvoir au Cameroun à aller faire une grande exhibition en France? Si ce n'est pour aller dire que je suis venu chercher votre caution. S'il faut laisser une caution pour une autre caution, on avait quand on a déjà un chef de gang au quartier, vous devez mieux travailler avec lui, plutôt que d'avoir un nouveau chef de gang qui va recommencer à imposer à tout le monde. Non, il y a une nécessité pour l'Afrique de réfléchir de manière stratégique sur les mécanismes qui lui permettront de sortir définitivement. Très bien. Même s'il faut faire quelques alliances, entre guillemets, avec le diable. Vous comprenez? Vous aussi, vous êtes dans le diable. Attendez, nous nous rappelons certains évêques au Cameroun. Je suis même plus qu'on est avec le diable. Je dis que même si... Non, vous êtes avec le diable seul. Bon, je suis avec le diable seul. Même s'il faut faire quelques alliances, qu'est-ce que je veux dire par faire? Très bien. Il y a que la France nous impose un certain nombre de manigances. Les chefs d'État africains, au lieu de faire ce que Bongo faisait, voir comment manigancer avec ces gens, il faut voir comment rompre. C'est-à-dire, vous allez vous allier à un autre fort qui vous protège pendant que vous sortez. Le président Paul Biya est justement allé aussi chercher une alliance avec la Russie. Hein. Voilà, c'était peut-être pour répondre à cette préoccupation. C'est déjà des premières pistes. Il a d'ailleurs donné le même conseil au président centrafricain, Touadéra. Voilà, et je vous assure que si Touadéra n'avait pas les Russes chez lui, il y a longtemps que la France aurait débarqué. Hein. Voilà. Qu'est-ce que nous disons au final, Bernard Ouana, pour boucler avec cette première problématique posée à l'ordre du jour ce matin? Il n'y a pas de crainte, il n'y aura pas chaos, ou alors il faut parler avec beaucoup de pincettes? Il n'y a pas de crainte, il n'y aura pas chaos, il faut parler avec beaucoup de pincettes. Effectivement, il faut dire que le peuple camerounais, je suis un peu d'accord avec Blériot sur l'attitude toujours... groggy du peuple camerounais. L'attitude amorphe. Amorphe, là, qui observe. Mais c'est un peuple résilient. Ben c'est ça, c'est un nouveau terme que vous venez de trouver pour je sais pas, pour indiquer la poltronnerie. Vraiment, c'est un peuple poltron. Non, vous n'allez pas pousser le peuple à la rébellion également. Non. Quand on parle d'un peuple poltron, c'est un peuple qui ne sait pas prendre ses responsabilités. Bernard, excuse-moi de vous interrompre. Oui. Hein, et à votre grand frère Chief Mila Assouté, qui était au bout du fil. Bonjour, professeur Chief Mila Assouté. Bonjour, parfait, bonjour à tous les panélistes, hein, bonjour à tous mes frères qui sont sur le panel, et bonjour aux Camerounais qui suivent votre émission et votre télévision. Je dois dire que vous êtes un homme politique très averti, qui n'est plus à présenter au Cameroun, ancien du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce matin, nous commentons sur la dernière sortie jugée fracassante de Robert Bourgi, qui prédit le chaos après Paul Biya. Vous êtes du même avis que Robert Bourgi, ou alors il faut voir la chose d'une autre façon? Oui, ces derniers temps, Robert Bourgi, que je connais personnellement, je le connais bien, on s'est rencontrés. Et il est trop bavard, un peu trop bavard ces derniers temps. Je ne m'explique pas les fondements de ce bavardage.
est-ce que c'est un bavardage utile? Pourquoi il est devenu subitement si volubile sur les affaires africaines? C'est le questionnement personnel que j'ai vis-à-vis de cette façon de faire. Mais en tant que politicien camerounais et en tant que citoyen camerounais patriote, je m'interdis d'écouter un homme qui prédit le chaos sur mon pays. Peut-être que c'est un avertissement utile, hein, mais je n'ai pas envie de voir mon pays dans le chaos parce que là où le chaos s'est produit, on a vu ce qu'il a donné. Et Bourdieu, Robert, quand il parle de chaos, il doit se souvenir que le chaos le plus récent que leur attitude a produit en Libye laisse des traces indélébiles. Non pas seulement sur la Libye seule, mais sur la Libye et toute la région, non loin de la Libye, y compris le Cameroun. Les répercussions du chaos qu'ils ont produit en Libye sont les conséquences de ce qui se passe dans le Sahel, qui n'est pas loin du Cameroun. Donc, quelqu'un comme lui, comme Lévy aussi, qui parle souvent du chaos, je m'intéresse écouter favorablement. Donc, même s'il y a un chaos qui se dessine sur le Cameroun, nous devons nous interdire d'accepter le chaos au Cameroun. On a vu le chaos que Abiyarimana a laissé au Rwanda, et je m'excuse de parler d'un pays étranger et de blessures qui sont restées graves sur ce pays-là. Donc, le chaos au Cameroun, il faut l'éviter. Maintenant, revenons à notre propre pays par nous-mêmes. La situation telle qu'elle se présente devant nous, à l'orée de l'élection présidentielle prochaine, avec notre président de la République, ne rassure pas les Camerounais. Et pourquoi? Ça ne rassure pas les Camerounais parce que on constate, au regard des activités politiques actuelles sur le territoire, qu'il n'y a pas encore un consensus à quelques mois des élections sur la manière dont les élections devraient se dérouler. Même si sur le plan légal, tout semble parfait, mais sur le plan politique, parce qu'on parle de politique, il y a des choses qui montrent que cette élection n'est pas prête. Chef Mila Souté, est-ce que vous vous suggérez? Je suggère qu'au lieu de tomber dans le chaos que prédit Bourdieu Robert, que le Cameroun prépare une élection sereine. Parce que tous les pays qui ont connu, et je vais le dire sous le contrôle du professeur Mathias Roland Guinée, que j'ai entendu parler sur le plateau, tous les pays qui ont connu des régimes aussi longs que le Cameroun, parfois, ils s'en sortent avec des désordres. Si la transition n'est pas bien préparée, et le régime du président Biya, je parle là parce que j'ai été membre du RDPC avant d'en sortir, et ce que nous avions voulu éviter au RDPC en créant le courant des modernistes, c'est ce qui est en train d'arriver. Dans ma préface de ce que nous avions appelé à l'époque le livre blanc du RDPC, je précisais déjà quelque chose qui ressemble à ce que Bourdieu dit par rapport au RDPC en prévenant sur son implosion après Paul Biya. Parce qu'un parti politique est supposé survivre son leader. Un parti politique est supposé survivre son leader. Or, nous voyons P.A.L. Mbembe, il est mort,
Penga Ekoka, il est mort. Il n'était pas membre du comité central Penga Ekoka, mais nous l'avions coopté. Il reste Emmanuel, il y en a d'autres. Je ne vais pas tous les citer. Les tâches là, et ils sont là. Bon. Mais nous avions prévu à l'époque que le RDPC ne fonctionne pas comme un parti politique parce qu'il risque d'imploser après son seul ciment qui est le président Biya. Vous allez chuter, professeur. Situation que vous dites. Voilà. Oui, je suis en train de vous dire que il ne faut pas qu'il y ait le chaos au Cameroun, mais il faut que nous puissions arriver à une synthèse. Je vais appeler ça la synthèse. À une synthèse de transition politique. Parce que les opposants ne peuvent pas prendre le pouvoir sans la synthèse politique. Au Cameroun, aller en France, chercher le pouvoir, je vous ai entendu parler de ça tout à l'heure. Ce sont des choses qui existent, mais qui ne vont rien donner aux Camerounais. Voilà. Il faut une synthèse politique entre le RDPC et les autres Camerounais qui veulent le pouvoir. Pour que le Cameroun ne tombe pas dans ce que prévoit Robert Bourgui, c'est-à-dire le chaos. Parce que ce chaos est à l'angle de notre maison. Mais pour l'éviter, il faut une synthèse politique. Il faut une addition entre ce qui est bien dans le RDPC et ce qui est bien dans l'opposition pour que le Cameroun reste aux mains des enfants que nous préparons dans les universités aujourd'hui. Autrement dit, le président Biya peut disparaître avec le RDPC et nous pouvons nous retrouver dans une zone systémique de transition. Donc merci, voilà où je suis. Merci Mila Assouté pour ce premier jet concernant le premier sujet à l'ordre du jour. Il nous reste 3 sujets. Hein. Vous aurez également votre intervention à chacun de ces sujets. À tout à l'heure, professeur. Merci, à tout à l'heure. Et nous allons également... le professeur Wanangini veut absolument coller un mot après Mila Assouté. On vous passe la parole, professeur. Oui, merci M. Aïssi de me donner la parole. Je note que l'orientation de M. Mila Assouté est une orientation de responsabilité, contraire à celle d'autres politiciens qui veulent précisément spéculer sur le chaos. Ce qu'il faut dire à nos concitoyens, c'est que le Cameroun est un pays assez particulier. Souhaiter au Cameroun tout, sauf le chaos, en termes de chaos ouvert. Parce que c'est un pays extrêmement puissant, qui a une énergie extrêmement puissante. S'il l'exprime dans le conflit, ce sera infernal. La débandade. Il faut tout faire donc pour éviter cela. Et comment le faire? On n'a pas le temps de... Mila Assouté parle de synthèse. Oui, prendre ce qui est bon au niveau du régime la synthèse, et prendre ce qui est bon du côté autrement. de l'opposition. Je le dirais autrement. Oui. Le Cameroun, comme tous les autres pays africains, a besoin d'autre chose que ce que le monde lui propose. Le Cameroun a besoin de systèmes de gouvernement consensuels. C'est-à-dire, même s'il y a beaucoup de partis, il faut toujours s'attacher à mettre en place un consensus sur les objectifs fondamentaux du pays et avoir la discipline nécessaire pour que, quel que soit le groupe qui est là, il respecte ces objectifs qui vont permettre au pays d'avancer. L'enjeu, je termine, l'enjeu pour le Cameroun, c'est ce que j'appellerais la consolidation transgénérationnelle. Ça veut dire que ceux qui aujourd'hui sont dans les affaires politiques, pas seulement les affaires gouvernantes, même les partis, doivent s'arranger pour transmettre aux prochaines générations un pays intègre, c'est-à-dire un pays qui dispose de son intégrité en termes de stabilité et de sécurité. Et c'est à partir de là qu'on peut donc définir des voies qui vont permettre de renforcer le confort collectif. Vous êtes en direct sur Info TV, 11h30, 14h. Vous suivez Libre Expression, le grand débat de la semaine. À tout de suite pour la suite.